Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va essayer d'établir les équations horaires pour un objet qui se déplace dans le champ de pesanteur. Alors je te propose de partir d'une situation réelle, ou ici quasiment réelle, à savoir un petit bonhomme lance un ballon de basket en direction du panier de basket. Alors ce qu'il convient de faire pour démarrer, c'est d'essayer de modéliser cette situation. Alors tu le sais bien, la première chose que l'on fait, c'est que l'on réduit notre objet à un point. C'est le modèle du point matériel. Ensuite, on va s'affranchir un petit peu de la situation réelle, et puis on va placer notre référentiel muni ici d'un repère, un OXY, dans lequel va évoluer notre point matériel. De plus, on a dit, cet objet est plongé dans le champ de pesanteur, représenté par le vecteur petit g et supposé uniforme, c'est-à-dire partout ici dans notre situation, il aura la même direction, le même sens et la même taille. De plus, on peut ajouter les informations que l'on a. On va dire que l'on connaît les conditions initiales du mouvement, c'est-à-dire qu'on peut repérer la position initiale du ballon, repérée ici par x0 et h, et sa vitesse initiale, elle peut être représentée par un vecteur, le vecteur vitesse initiale v0. Ce vecteur faisant un angle alpha avec l'horizontale. Alors comment on fait? Eh bien, comme d'habitude, face à un problème de mécanique, au départ, on risque d'être un petit peu perdu. Alors je te propose de dérouler la méthode habituelle. On va le faire relativement rapidement ici. Alors on commence par définir notre système, c'est l'objet que l'on étudie, donc ici le ballon de masse petit m. Puis on établit correctement le référentiel, donc ici c'est le référentiel terrestre que l'on suppose galiléen, que l'on munit d'un repère d'espace, OIJ, et pour lequel on va régler l'horloge, en tout cas on va régler l'instant initial, à savoir donc pour nous t égale 0 lorsque le ballon est lancé, c'est-à-dire lorsque le contact est perdu entre le lanceur et le ballon. Alors ici on va agrémenter un petit peu notre méthode habituelle avec un petit paragraphe supplémentaire qui va nous être bien utile dans la démarche. Il concerne les conditions initiales. On va écrire noir sur blanc dans notre cahier les conditions initiales du mouvement, à savoir quelle est la position initiale, donc représentée par son vecteur position. Tu remarques ici que j'ai bien écrit le vecteur OM à t égale 0 à l'instant initial. Dans ce cas-là, il suffit de lire ce qu'on a déjà fait sur le repère, à savoir que son abscisse c'est x0 et son ordonnée c'est h ici. Ensuite, un petit peu plus délicat, et ça constitue une difficulté ici pour toi, il faut établir les coordonnées du vecteur vitesse initiale. Donc ici, nous, on a à disposition le vecteur v0 qui fait l'angle alpha avec l'horizontale. Tu dois être capable de projeter ce vecteur sur les axes, c'est-à-dire obtenir ses coordonnées. Donc ici, je fais rapidement pour toi. Donc Vx, la coordonnée suivant x de ce vecteur vitesse, à t égale 0, vaut v0 cos alpha, et vy vaut v0 sinus alpha. Attention, je répète, ça constitue ici une difficulté, il faut que tu t'y entraînes. À ce stade, on peut reprendre notre démarche habituelle, à savoir ici le bilan des forces. Donc, dans le bilan des forces, ici, on va simplement indiquer le poids de notre objet. Alors m fois g, g étant le champ de pesanteur, et puis on va ici détailler tout de suite sous forme de coordonnées, donc px et py. Donc le poids est vertical comme g, donc il n'a pas de coordonnées suivant x, et il vaudra moins mg suivant y, étant donné qu'on a mis notre axe y vers le haut, alors que g, lui, est vers le bas. On néglige, dans cette étude, on néglige toutes les actions de l'air, que ce soit une éventuelle poussée d'Archimède qui est très faible, ou que ce soit d'éventuels frottements. Donc ici c'est un choix, on décide de négliger cela. Alors, maintenant on va exploiter. Donc on a posé un peu notre situation, elle est modélisée, on a déroulé le début de la méthode. On va aller chercher l'accélération de notre objet. Pour cela, un élément clé, la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, c'est la somme des forces qui vaut m fois l'accélération. Comme on a bien écrit nos forces, on va pouvoir trouver l'accélération. Donc ici, il n'y a que le poids, P égale m fois a.
que l'on détaille en termes de coordonnées, parce que attention, ici tu as une équation sous forme vectorielle, une équation vectorielle. À quelles conditions ces deux vecteurs sont égaux, le vecteur P et le vecteur n fois A, à condition que toutes leurs coordonnées soient égales. Donc, ici à gauche, on va écrire les coordonnées du poids, qu'on a détaillé avant, donc 0 et moins mg, et puis à droite, les coordonnées du vecteur m fois l'accélération, max, may. Ce qu'on cherche, c'est l'accélération, donc on va chercher les coordonnées ax et y, donc tu vois qu'ici ax vaut 0, et que y vaut moins g. Ça y est, on a gagné, on a trouvé l'accélération. Alors ça, tu savais plus ou moins déjà faire grâce au chapitre précédent. Deuxième élément, plus difficile et nouveau dans ce chapitre. Nous allons partir à la recherche de la vitesse. Alors là aussi, je te donne l'élément clé. L'élément clé que tu connais un petit peu déjà, à savoir l'accélération, la dérivée de la vitesse. Nous, on connaît l'accélération, on cherche la vitesse. Tu vois qu'on n'est pas tout à fait dans le sens le plus facile. Le sens le plus facile, ce serait de connaître la vitesse, il suffirait de dériver pour obtenir l'accélération. Ben non, on va faire le contraire, on va faire l'opération inverse de la dérivation. Ça s'appelle une intégration, où on dit aussi chercher les primitives. Donc on va suivre la flèche rouge. Alors voilà ce que l'on a. On a vu juste avant que l'accélération, elle avait deux coordonnées. AX égale 0, AY vaut moins G. Je dois donc chercher la vitesse, c'est-à-dire les fonctions du temps qui, lorsque je les dérive, me donnent ce résultat-là. C'est-à-dire chercher les primitives. Alors ici, je te les donne. Le vecteur vitesse a donc deux coordonnées, Vx de t, qui est une constante. En effet, quand je dérive la constante par rapport au temps, je trouve bien 0. Et Vy qui vaut moins g fois t plus une constante 2. Là aussi, quand je dérive, je retrouve bien moins g. On a presque fini. Le problème reste de déterminer ces constantes. Il faut déterminer la valeur de ces constantes. Pour l'instant, on ne sait pas. Comment on fait ça? Eh bien, on va se servir de nos conditions initiales. En effet, ici, on vient de déterminer le vecteur vitesse pour n'importe quelle date. C'est une expression générale pour n'importe quelle date. Elle est vraie tout le temps. Seulement, elle n'est pas encore bien définie. Le seul endroit où on connaît déjà la vitesse, c'est la vitesse initiale. On va faire t égale 0 dans cette expression générale. Et on va l'identifier à ce qu'on a déjà écrit pour la vitesse. Donc ça, on détermine les constantes d'intégration à l'aide des conditions initiales. C'est vraiment tout, je vais pas le dire. Alors ici, tu vois, donc ça, c'est v de t égale 0. Ici, c'est mon expression générale qui vaut la constante 1. Et puis ça, c'est ce qu'on a écrit tout à l'heure dans les conditions initiales, v0 fois cos alpha. Ici, on fait la même chose sur y. Ici, j'applique t égale 0 dans mon expression générale et je l'identifie à ce qu'on a écrit tout à l'heure. Ce qui me permet de déterminer les valeurs des constantes. Constante 1, elle vaut v0 cos alpha et constante 2, elle vaut v0 sin alpha. Je n'ai plus qu'à recopier l'expression générale de v de t que j'ai trouvée tout à l'heure en explicitant les constantes. Voilà, j'ai trouvé la vitesse à n'importe quel instant. C'est déjà une information très intéressante pour l'étude de notre mouvement. Partons à la recherche de la position. Comme tout à l'heure, je te donne l'élément clé. Je te rappelle que la vitesse, c'est la dérivée de la position. Comme tout à l'heure, on n'est pas tout à fait dans le bon sens, on n'est pas dans le sens le plus simple. Si on avait la position, il suffirait de dériver pour obtenir la vitesse. Ici, on doit faire l'opération inverse, c'est-à-dire chercher à intégrer, chercher les primitives. Donc je recopie l'expression générale de la vitesse et je cherche les primitives associées qui vont me donner donc le vecteur position. Alors ici, je ne vais pas détailler dans cette vidéo, je te recommande éventuellement de faire pause pour regarder et vérifier éventuellement, si tu n'es pas encore capable de les trouver par toi-même, de vérifier que tu peux dériver et obtenir la vitesse. Alors comme tout à l'heure, on a des constantes qui sont apparues, qui sont des constantes d'intégration. Comment détermine-t-on les constantes d'intégration? Eh bien, on utilise comme tout à l'heure les conditions initiales. J'ai donc mon expression générale de la position, valable à n'importe quelle date. Je vais l'identifier avec... je vais faire t égale 0 dedans, et je vais l'identifier avec les conditions initiales que l'on a écrites au départ. Ça va me permettre de trouver les valeurs des constantes. Ici,
constante 3, elle vaut x0, et constante 4, elle vaut h. Je réécris la position de façon générale. Je trouve ce que l'on appelle les équations horaires du mouvement. Parfois, dans certains exercices, on te demande assez brutalement, dès le départ, établir les équations horaires du mouvement. Tu dois réaliser tout ce que l'on vient de faire ensemble. Voilà. Cette vidéo s'arrête quasiment. Je te propose de faire un résumé. Donc on a notre situation, il faut la modéliser, dérouler la méthode, s'appuyer sur la deuxième loi de Newton pour trouver l'accélération. Une fois que tu as l'accélération, on cherche la vitesse en effectuant des primitives, on trouve les valeurs des constantes à l'aide des conditions initiales, et puis on fait à nouveau une primitive de façon à déterminer la position. On trouve les constantes d'intégration à l'aide des conditions initiales. Je te remercie de ton attention et je te souhaite un bon courage dans ton travail. À bientôt.